les pays à revenus moyens ou faibles, le taux de consultation des médecins après un léger malaise est constamment limité. Les difficultés économiques sont les raisons avancées par les patients qui arrivent malheureusement et très souvent dans ces hôpitaux à une phase avancée ou terminale de leur maladie. Le protocole de prise en charge dans ces cas-là requiert, comme pour certaines pathologies, des examens radiologiques, un scanner, avant une intervention chirurgicale, si elle est jugée nécessaire. Le patient de ce jour est relativement jeune et a été référé en urgence au centre hospitalier universitaire de Kigali. Son état général s'est dégradé avec une perte énorme de poids. Dans son carnet de transfert, le traitement d'un ictère avait été annoncé. Un ictère, c'est une jaunisse. Un ictère, une altération de l'état général parce qu'il avait perdu du poids, il ne mangeait plus et il devait avoir un début d'occlusion. Et bien entendu, quand il y a une jaunisse, un des examens à faire absolument, c'est un scanner abdominal. Le scanner abdominal avait confirmé qu'il y avait un épaississement de la paroi du duodénum. Le duodénum, c'est juste après l'estomac. Avant d'effectuer un scanner abdominal, il est important de rappeler que l'ictère est une anomalie de la coloration jaunâtre de la peau, du fond de l'œil, causée par une concentration anormale de la bilirubine. La bilirubine étant un pigment issu de la dégradation des globules rouges du fait d'un processus normal appelé hémolyse. Revenons au scanner abdominal. Les résultats vont révéler un problème plus grave. Le scanner abdominal avait confirmé qu'il y avait un épaississement de la paroi du duodénum. Le duodénum, c'est juste après l'estomac. Et donc, quand il y a un épaississement, c'est quelque chose qui est anormal et quelque chose qui fait penser à une tumeur. Alors, comme il était jaune, on nous l'a référé pour envisager de faire un examen qui permettait de cathétériser les voies biliaires et de mettre une prothèse. Mais anatomiquement, pour faire cet examen, il faut descendre dans l'œsophage, passer l'estomac, aller dans l'intestin. Pour son intervention, le corps médical aura besoin de consulter cette checklist. C'est une feuille de route, un schéma à suivre. As the patient gets in, we start with the check-in, where we confirm with the patient if this is the right patient, the site, if the anesthesia team is okay and the material functioning, they check for any allergy to any medication the patient is asking. Then according to the procedure, the team anticipates as if there is any blood loss, then decide whether they will book for blood or not. Then they discuss about antibiotic prophylaxis. There are some procedure which must require antibiotic prophylaxis before procedures. Then after, you look for the temperature. After confirming that, then you go to the timeout, where the surgeon is the lead. Everyone is quiet, everyone introduces him or herself. Then the operating room team confirm that the patient is the right one, the procedure is the one to be done. They assess for any fire risk and the essential equipment if they are available. Then the surgeon, for any critical step, anesthesia is also reviewed for any concern. The nurse confirms that the sterility is confirmed. Then anyone who has a concern also has raised it during the timeout. For the checkout, after the procedure, then they look for the instrument used, the sponge count. If they took a specimen, it must be well labeled. Then the destination must be clear and the transport. Then if there is any concern about the patient recovery, that must be specified and the management were established. C'est ce qu'on appelle une endoscopie interventionnelle. Le docteur Dada Messi, à l'aide de l'endoscope, est allé regarder de près les cellules par le biais d'une mini-caméra introduite dans la bouche. Une fois l'opération commencée,
Et prenant en compte le fait que le patient n'avait pas consommé d'aliments avant, notre gastro-hépato-entérologue fait face à sa première surprise. On a vu qu'il y avait des aliments dans l'estomac. Un malade à qui on demande de rester à jeun et qui finit par avoir encore des aliments dans l'estomac, ça veut dire qu'il y a un obstacle en dessous. Effectivement, la constatation endoscopique, c'était de voir qu'il y avait un bourgeonnement de tumeurs, une tumeur qui venait de l'ampoule de Vater, mais qui avait envahi tout le deuxième duodénum de façon circonférentielle et qui entraîne une occlusion, un retrécissement. Ce qui fait que les aliments consommés par le malade, il risque malheureusement de les garder dans l'estomac et il risque de vomir. Et on voit bien qu'en fin d'examen, il a désaturé. Il a désaturé parce qu'il y a eu un petit peu de remontée de débris alimentaires, sans doute dans les bronches. L'opération va durer moins de temps que prévu. Seul le premier objectif de l'endoscopie a été atteint, celui d'une consultation de près et de façon minutieuse des cellules infectées. Alors malheureusement, on est ici en regard du deuxième duodénum, juste après l'estomac. On voit malheureusement qu'il y a un envahissement d'une tumeur qui est circonférentielle, qui entoure toute la paroi, qui est hétérogène, on voit des fragments des tissus, qui est facilement hémorragique, qui est friable, c'est-à-dire dès qu'on donne un coup d'aspiration, on la voit saigner. Et donc ça, c'est malheureusement la tumeur qui est probablement un ampulome, parce qu'ici, ça doit de l'ampoule de Vater qui a diffusé dans tout le deuxième duodénum. Dans la situation de notre malade, on est dans une situation évoluée, avancée, pour laquelle il faut des solutions palliatives. Et parmi les solutions palliatives, c'est comme il est relativement jeune, c'est lui faire une chimiothérapie pour diminuer le risque hémorragique et le risque d'occlusion de la tumeur, et proposer au chirurgien de faire ce qu'on appelle une double dérivation biliaire et digestive. C'est un malade qui a un ampulome. Un ampulome, c'est une petite lésion qui, souvent, on fait le diagnostic quand elle fait 2-3 cm, qui, chez le malade, a évolué, a grossi et a envahi tout le duodénum, dont le malade est en occlusion. Pour se rassurer que la tumeur n'a pas atteint la phase d'un cancer, les médecins vont procéder à une biopsie, qui est le prélèvement des cellules touchées aux fins d'analyse. Les résultats de laboratoire ouvrent des portes sur des solutions adéquates. Par rapport à la prise en charge à venir pour ce malade, il faut envisager une prise en charge palliative. Palliative, ça veut dire en médecine qu'on ne va pas pouvoir le guérir, qu'on va lui proposer des solutions pour améliorer la qualité de vie. Parmi les éléments, c'est qu'il faudra envisager une chimiothérapie dès lors qu'on aura le résultat du prélèvement qui a été fait. La chimiothérapie permet de diminuer, de contrôler la tumeur, de diminuer la taille de la tumeur et peut-être de libérer l'intestin pour que le malade puisse s'alimenter. La chimiothérapie permet aussi d'améliorer la qualité de vie pour que le malade puisse remanger, pour qu'il soit moins fatigué. Parallèlement à ça, pour qu'il puisse manger, il faut qu'on puisse libérer l'intestin. Donc on va demander au chirurgien de faire ce qu'on appelle une chirurgie de dérivation palliative, à savoir qu'un bout de l'intestin va être coupé pour être raccordé à l'estomac pour que les aliments puissent court-circuiter l'endroit où il y a la tumeur. Et deuxièmement, on fait aussi ce qu'on appelle une dérivation biliaire. Le même bout de l'intestin va être branché sur les voies biliaires pour que la bile puisse s'écouler. Si tout ça est réussi, il va pouvoir manger, la jaunisse va disparaître et on pourra lui proposer secondairement, comme j'ai dit, discuter au moins à l'indication d'une chimiothérapie en fonction du résultat des prélèvements qui ont été faits. Une intervention courte, mais trouble pour le patient. Une agitation a été remarquée pendant l'endoscopie. Donc le patient est un peu désaturé pendant la manœuvre parce que son estomac était quand même bien rempli encore de liquide. Et probablement il y a eu un tout petit peu de liquide qui est passé dans ses voies aériennes. Et donc voilà, maintenant il a bien récupéré. Il tousse parce que ses voies aériennes sont un peu irritées par le liquide gastrique.
Et là, ça va. Il y a une bonne saturation, il va bien, on va aller en salle de réveil. Nouvelle plutôt satisfaisante selon notre médecin anesthésiste. Le docteur Dada Messi, qui forme aussi les résidents dans le cadre du projet MIS, Minimal Invasive Surgery, explique aux moins expérimentés la technique de chirurgie qui sera appliquée. Non, c'était dans... Les jeunes, là, on ne peut pas faire de... Tu vois, tout le duodénum, il est pris. On ne peut pas se mettre dans la bonne situation pour lui. C'est toujours opératif. Hein? Palliatif. Palliatif, palliatif, palliatif. C'est comme ça. Là, tu as des aliments et là, tu as toute la tumeur qui est envahie comme ça. Et la papille, elle est dans la tumeur. All right? No, that means that it will be a palliative situation. Comment on peut savoir si c'est d'origine papillaire ou bien d'origine duodénale? I make biopsy. Mais généralement, c'est rare les tumeurs duodénales et les tumeurs jéjunales par rapport au côlon ou par rapport à l'estomac. Tu as peu de tumeurs. Et comme la papille est prise dedans, je pense à un ampulum qui localement s'est étendu, envahi, et puis après, c'est le laboratoire qui va pouvoir nous confirmer. Il y a ce qu'on suspecte et puis ce que le laboratoire nous dit. Il y a l'un dans l'autre, ce sera toujours la double dérivation digestive et biliaire, et même si tu avais un ampulum dégénéré ou un adénocarcinome du duodénum, le traitement, entre guillemets, chimiothérapie, c'est à peu près le même. C'est le même. La dérivation biliaire, on connecte tout. En fait, Au niveau de la vessie biliaire ou bien... Non, le cholédoque, il est très dilaté en amont. Le cholédoque, il est très dilaté, donc il va monter une anse pour venir ici te faire une double dérivation, ici, et puis il va reprendre là, et puis ici, elle repasse là, elle descend. Donc tu exclus cette zone, sous réserve qu'il n'ait pas de carcinose péritonéale. Parce que vu l'étendue de la lésion, si jamais on a fait un scanner comme on dit, de départ, maintenant je pense qu'il faut bien faire un abdominopelvien en lui posant, parce que si tu as une carcinose péritonéale, tu vas lui faire une laparotomie. Il vaut mieux faire un scanner pour rien, pour être sûr qu'il n'y a pas, que de lui faire une laparotomie où on va l'intuber et qu'il va être vierge. Sachant que s'il y a une carcinose péritonéale et que tu as des anses prises, c'est compliqué, voire impossible pour le chirurgien, parce que si tu fais une anastomose sur une zone inflammatoire, le risque, c'est le risque de fistule et de tout le reste. Si malheureusement il a une carcinose, ça veut dire qu'il faut lui mettre un boîtier et commencer une chimiothérapie. Si ça répond, souvent ça permet de diminuer au moins l'obstacle. Une particularité en endoscopie, il est important de décrire l'anomalie plutôt que de tirer les conclusions sur la base de certains symptômes. Seuls les résultats de la radio et des scanners permettent de qualifier la pathologie. Un polype, une lésion du côlon, tu décris. Oui. Tu ne dis pas, c'est une lésion bourgeonnante, bombante, en lobe d'oreille. Voilà, même si tu sais que si c'est en lobe d'oreille, ça évoque un cancer, tu ne mets pas cancer sur un compte rendu d'endoscopie. Il faudra que tu aies le scanner et l'histologie pour pouvoir le dire au malade. Donc là, ce qu'on a vu, c'est une espèce d'envahissement pseudopolypoïde, mais qu'on voyait friable. Il suffisait d'aspirer pour que ça saigne. Donc fragile, hémorragique, circonférentiel, sténosant, englobant la papille, point. C'est ce que tu décris, parce que n'importe qui, une endoscopie par définition doit être standardisée. Hein, tu ne fais pas ce que tu ressens, tu fais ce que tu décris. Et puis quelqu'un prend ça, intègre dans le contexte, dit que le malade a perdu du poids, le malade ne mange pas, il est en syndrome subocclusif, il est ictérique, il n'y a pas 25 maladies qui donnent ça. Oui. En gros, c'est ça. Mais l'endoscopie reste descriptive. Voilà. Je voudrais aussi demander, avant d'arriver au sous-bouchement, il y avait d'autres petits... Lésions, juste au bulbe. Oui, voilà. Oui. C'est au niveau du bulbe duodénal, on appelle les glandes de Brunner. De Brunner. Brunner, B-R-U-N-E-R. Brunner. Voilà, et souvent tu as une hypertrophie des glandes de Brunner qui donne un aspect pseudopolypoïde au niveau donc du duodénum.
On ne biopsie pas parce que par habitude, on le sait. Le duodénum, il faut éviter de faire des biopsies. L'expérience est notre entraîneur de foot qui a une douleur et dit que ouais, je vais venir faire une biopsie. Et puis il arrive à l'hôpital et mon collègue qui le faisait, c'était un collègue qui débutait. Il fait l'examen, il fait une gastroscopie, il ne trouve rien, il fait des biopsies entrales. Et il arrive au niveau du deuxième duodénum, il voit une papille qui ressemblait à un polype. Un polype, hein, la papille, voilà, une papille extra-pariétale. Inhabituelle. En endoscopie, il faut ne pas oublier qu'on voit, et dès qu'il y a un doute, il faut biopsier. On voit, on décrit, il n'y a que l'histologie qui confirme. Donc dès que vous avez une anormalité endoscopique, ayez la facilité de biopsier pour que l'histologie se confirme. Il a trouvé un aspect saillant, irrégulier, qui ressemblait à un polype. Il a mis un petit pince à biopsie. En fait, c'était la papille. Quand tu biopsies, quand tu reviens, il y a de l'œdème qui fait. Et du fait de l'œdème, ça a comprimé et le malade avait fait une pancréatite après une gastroscopie. D'où l'intérêt d'avoir aussi une connaissance endoscopique qui permet de savoir quel type de polype il faut avoir fait aussi. L'endoscopie, il faut la faire très théorique. Avant de toucher l'endoscope, voir les différents types de polypes, prendre les bouquins, regarder sur Internet, parce que quand on voit, il faut avoir une référence, c'est ça l'intelligence artificielle. Quand on dit ils ont fait le descriptif ou le diagnostic, c'est parce qu'ils ont vu une image, ils ont fait la comparaison à tout ce qu'il y avait dans leur banque de données. Donc dans la tête, il faut faire, dans votre tête avec des choses, il faut accumuler tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez, un polype anormal, un polype irrégulier, un polype qui paraît bénin et on fait une biopsie, il est malin, il faut dire mais comment il se présentait. Et donc à partir de là, à partir des expériences et des acquis, vous allez décrire et suspecter. Mais pas dire en endoscopie que j'ai le diagnostic de je ne sais quoi. On décrit, on se réfère et on biopsie. Il faut avoir un bon histologiste. Il faut qu'il comprenne le rationnel de la chose, parce que c'est lui qui va confirmer certaines idées. Notre malade se contentera des méthodes palliatives, à défaut d'une guérison totale. Pour information, l'ampulome est une tumeur de l'ampoule de Vater, qui est le canal commun entre la voie biliaire et le canal pancréatique, qui véhicule des sucs pancréatiques. Ce canal commun déverse la bile et les enzymes pancréatiques dans une partie de l'intestin appelée duodénum.